poser une question redondante et dont les réponses sont diverses et variées, à savoir que peut la littérature en général et que peut la poésie. Et pour y répondre, j'ai avec moi deux poétesses que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Tout d'abord, Madame Fadela Chaïm Allami. Madame Allami, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être Bonsoir. parmi nous ce soir. Et merci de m'avoir invité. Merci à vous d'honorer l'invitation. Alors, vous êtes poétesse, romancière, auteur de plusieurs ouvrages. On peut citer Sur ma terrasse algéroise, D'aimer, c'est un peu vivre, un récit. Un roman, La Bouqala désenchantée, suivi d'une nouvelle, La Chambre de Bonne. Ode aux errants, suivi de fragmentaires ou La muraille de Chine et Cyprès, en ce qui concerne la poésie. Un autre roman, Les Mouettes de Temenfoust. Vous avez participé à plusieurs ouvrages collectifs, notamment en Espagne. Je ne massacrerai pas la langue de Cervantes en essayant de mentionner le titre. Et ce soir, nous allons nous intéresser à votre recueil de poésie brûlant d'actualité, Les fleurs pourpres de Raza. Merci encore, Madame Chaïm Allami, d'être parmi nous. Merci bien. J'ai aussi l'immense d'accueillir une autre poétesse, à savoir Madame Saliha Ben Malad. Madame Ben Malad, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci à vous. Vous êtes enseignante, d'abord au collège, ensuite à l'université, et poétesse. Vous signez votre premier recueil de poésie, À fleur de peau, que nous allons découvrir avec votre aimable concours. Merci encore d'être parmi nous, Madame Ben Malad. Merci à vous. Si vous permettez, droit d'aînesse oblige, je me tourne vers Madame Fadela Chaïm Allami et ces fleurs pourpres de Raza qui nous emmènent justement dans ce génocide que nous sommes en train de suivre en direct avec l'indignation de l'impuissance. Et si vous permettez, je vais d'abord lire un extrait de votre ouvrage et ensuite on va commenter ensemble la genèse de cet ouvrage et ce qui vous a motivé à l'écrire. Vous dites justement, dans le silence assourdissant, je marche sur mon Guernica. On nous avait dit plus jamais ça, et Guernica, et le nazisme, etc. Dans le silence assourdissant, je marche sur mon Guernica, souliers teintés aux aînés de sang, et cauchemar à la frange des clameurs, baisser les yeux, embrasser les corps de Guernica, graver leur mémoire sur les sentiers du déshonneur, à genoux. Non loin des champs dévastés de Khan Younes, la mer bleutée n'est plus qu'un mirage, et les fleurs rouges n'exhalent de parfum que celui de la mort. Beau et terriblement, à jamais, j'ai ramené un coquelicot rouge de Palestine. Et vous avez aussi ramené ces fleurs pourpres de Raza, ce très beau recueil. Dites-nous la genèse de cet ouvrage. Non, disons que je vais un peu loin dans le passé. Oui. J'ai été élevée par rapport à l'Algérie, même s'il faut... Maintenant, on est dans le XXIe siècle, mais c'est une éducation qui m'a été donc donnée. Surtout une maman qui était très militante et francophone aussi, qui lisait beaucoup, donc qui m'avait... j'étais toujours au courant d'un petit peu de l'histoire, même en étant j'étais dans un pensionnat religieux catholique à Alger. Et j'étais curieuse de tout, donc je découvrais, Aïssa, Jésus, etc. Je découvrais, mais c'était un monde à part, je ne connaissais pas. Et à la maison, c'était autre chose, c'était un autre monde, tout ça, puisque mon père avait été arrêté à l'époque, j'avais peut-être 8 ans, il avait été arrêté, et ma mère attendait un enfant. Et donc c'est pour la genèse, comment j'ai été élevée. Oui. Et le capitaine qui dirigeait le groupe de militaires qui sont entrés dans la maison, tout ça, pour arrêter mon père, ils ont vu la bibliothèque et puis ils ont dit à ma mère, votre mari a vraiment beaucoup de livres. Et ma mère avait dit, Fatma, ce sont les livres de Fatma. Et le capitaine, en ironisant, Jésus. Le capitaine a dit, est-ce que je pourrais prendre un livre? Et ma mère avait répondu, puisque vous prenez mon mari, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, prenez les livres aussi. Donc c'est subtil, hein?
Ce sont des choses qui me sont venues beaucoup plus tard, ce genre de choses. Et beaucoup plus tard, dans les jeux d'enfants, avec les garçons et les filles, il y avait ce jeu de les Indiens et les cow-boys. Et c'était instinctif. Je ne connaissais pas encore l'histoire des États-Unis et tout. Je prenais toujours acte pour les Indiens, pour tuer les méchants. Donc au fur et à mesure, et par rapport à l'Algérie, l'OAS et tout, j'ai vu ça, j'ai écrit même un poème à l'époque. Donc c'est au fur et à mesure, cette pensée de l'oppression d'un peuple opprimé est entrée, on va dire, dans mes gènes. Dans mes gènes. Et j'ai toujours écrit, j'ai eu un recueil qui a été auto-publié par moi-même, qui s'appelait justement par rapport à le silence mugissant, hein, donc le silence des mugissants, parce que c'était cette histoire des peuples opprimés qui, même s'ils se taisent, ils n'empêchent pas qu'ils parlent. Ça. Donc le mugissement, c'est très très important. Et au fur et à mesure que donc, je suivais l'histoire, parce que j'ai toujours été pro-libanaise, j'ai participé à des manifestations contre les bombardements en 2006, etc. Et tout, donc j'avais cette chose de voir ces horreurs, etc. Et donc pour moi, et je suis arrivée à suivre toujours les Palestiniens de tout cœur, de tout ça. Et ça, même les peuples opprimés, même le coup d'État de Pinochet, parce que j'étais jeune journaliste. Au Chili, oui. Voilà, et on m'avait même demandé la résistance chilienne à l'époque. Je ne sais même pas où elle est partie, cette résistance. On m'avait demandé un poème. Il est quelque part, je ne sais pas où. Et j'avais vécu à l'agence de presse ici en Algérie tout le coup d'État, et j'étais vraiment pétrifiée de voir que les militaires tuaient. Surtout que j'avais rencontré Allende quand il est venu en Algérie. J'étais jeune, hein, j'étais vraiment une stagiaire. Hein, et j'étais fascinée par cette aura de gens qui luttent, qui résistent et tout. Pour moi, c'était très important. Donc, vous voyez, c'est insidieusement, toute cette genèse, comme vous dites, m'a amené vers le regard que j'ai porté pour la Palestine, et pour me dire, mais attends, c'est une colonisation. C'est une colonisation. Donc le terme, je ne l'avais même pas utilisé. Pour moi, c'était les Israéliens, le sionisme, mais le terme de colonisation ne m'a jamais sauté, disons, au visage. On voit la force de la propagande. Voilà. Donc, j'ai dit, mais non, je connais une poétesse israélienne qui est de la gauche et tout, elle m'a écrit récemment qu'elle est tétanisée. Elle est tétanisée par la violence et la vengeance. Elle a utilisé le terme de vengeance. Et je lui ai dit, la guerre est là. Parce qu'un jour, je lui ai dit, mais tu es poétesse, je te connais, mais il y a un jour où la conscience collective, je dis, tu sais que je suis pro-palestinienne, la conscience collective nous séparera. Elle nous séparera. Donc, j'ai mis plusieurs semaines avant de répondre parce qu'elle a fait le geste de m'écrire en disant qu'elle n'était pas bien. Et là, elle a fini. Elle était heureuse que j'ai répondu, mais toujours en disant la guerre, et quelle guerre C'est une guerre d'extermination. Elle est entre nous. Je n'abandonnerai jamais le peuple palestinien. On a critiqué Arafat et tout, mais j'ai dit je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple palestinien. Je dis après, c'est au peuple palestinien de gérer ses gestionnaires, ses leaders. Tout à fait. Nous, ce qui nous importe, c'est le soutien. Voilà, c'est le peuple palestinien. Comment le libérer de ce colonialisme-là. Voilà comment c'est arrivé pour les pourpres, les fleurs pourpres. Et on sent toute votre empathie et toute votre implication. Et vous donnez des images très fortes, notamment cette résilience et cette résistance du peuple palestinien. Vous dites par exemple, de mon droit volé, la mort attend que je l'oublie. Vie balayée par le feu sur l'autel obituaire. En autant de souffles, jusqu'ici, encore et maintenant. Mais, même allongé dans le tombeau, je n'oublie pas. Je suis encore là,
toi qui tourmentes ma chair, mes mains ensemençant ma terre, cheveux tressés de sang, as-tu rencontré mon regard? Il n'a pas couleur de soumission. C'est-à-dire, et on le voit justement dans les images qui nous arrivent de Palestine, que les regards des survivants n'ont pas couleur de soumission. Non. Vous dites aussi passer, et certes il n'a pas couleur de soumission malgré toutes les épreuves. Vous dites par exemple passer au travers de tes journées avec peine, charrier cet accablement écrasant avec peine, compter les guérisons des blessures, quand c'est possible, avec peine, et puis là, tes corps déchiquetés sur les décombres, et puis là, porter mon regard sur tes visages sans regard, avec peine. Et ça évoque toutes ces images insoutenables qui nous parviennent et qui évoquent Guernica, qui évoquent aussi la couverture de votre ouvrage qui a été faite. Pourpre, les fleurs pourpres, puisque la couleur violette, c'est la couleur symbolique des Palestiniens. Donc j'ai choisi pourpre parce que c'était nettement plus poétique, puisque je reste toujours dans la thématique de la poésie. Et j'avais aussi parlé avec l'éditeur, parce que au départ, j'ai mélangé à chaque fois, je mettais Raza, après je mettais Gaza. Alors je lui en ai parlé, je lui ai dit, vu le contexte politique en France actuellement, j'ai dit Gaza, si je mets Raza. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit, faites comme vous voulez, mais mettez Gaza. J'ai dit oui, alors je vais garder Raza, parce qu'il y a un oued en Palestine qui s'appelle oued Raza. J'ai dit ça, je le garde. Vous mentionnez. Voilà. Et j'étais un peu étonnée quand il a reçu le recueil, je n'étais pas sûre, tellement les choses sont difficiles à l'heure actuelle. Oui. C'est épouvantable. On vit dans une atmosphère. Enfin, moi, à mon niveau, hein, je ne sais pas pour les autres migrants, si je parle à quelques migrants qui sont très, très énervés. Mais je lui ai posé la question. Il m'a dit, il m'a répondu, il me dit un recueil magnifique. J'ai parlé avec lui, je l'ai rencontré, je lui dis, mais ça ne vous dérange pas de le publier? Il m'a dit, pourquoi? Alors il me dit, mais je vais publier une franco-israélienne. Il m'a dit que, je lui ai dit, bah, elle fait ce qu'elle veut. Hein. J'ai dit, elle fait ce qu'elle veut. Pour contrebalancer en quelque sorte. Voilà, et puis c'est tout. Donc ça m'est égal. Bah oui. Et c'est vrai que j'ai lu son recueil, c'est plein de haine. Hein. C'est terrible. Il n'y a pas, moi, quand vous lirez, il n'y a pas de haine. Hein. Oui. Parce que je vois que le peuple palestinien, moi, que les blessures du Palestinien. Oui, d'ailleurs, vous dites à ce sujet, passer au travers des jours dans la continuité. Les poèmes ne se suivent pas, mais il y a une sorte vous dites passer au travers des jours avec peine, briser le désespoir Adal, c'est-à-dire de la zone d'Hadès, avec peine, compter les guérisons des blessures avec peine, poser un regard sur tout regard vide avec peine, et puis là, tous ces corps dormant sous les ruines avec peine. Quelque part, quelqu'un s'endort sur sa couche de pierre, le corps arraché à l'inquiétude du feu, et quand il eut expiré son dernier soupir sur l'horloge du temps, le scribe du ciel écrivit « Il pleure sur son visage ». Et quand le sommeil s'épanche, doublé d'effroi, et que lâché dans la nuit, sillonné de tirs, la peur devient coupable. Bousculant à corps perdu la parole trompeuse, le poème abandonne alors son impuissance. C'est notre thème de ce soir. De ne point prédire les jours à venir, parce que la vérité par les seuls mots ne sera que le mensonge de la vérité. Et justement, cette phrase, d'ailleurs, je fais allusion à deux écrivains oui. Dans c'est Enzo Kozenburo, j'arrive pas à prononcer son nom, qui est décédé en 2023, prix Nobel japonais. Oui. Et il m'avait beaucoup touché parce qu'il avait écrit sur justement cet archipel Ryukyu qu'on appelle Okinawa. Oui. Donc c'est comme ça qu'il m'a fait découvrir le martyre, le malheur du peuple Ryukyu. Et il avait cette phrase que vous avez citée sur la vérité. Donc moi, c'était effectivement, j'ai repris ça en disant,
Ce n'est que le mensonge de la vérité. Oui. Donc c'est au-delà, au-delà de cette tuerie que je vois. C'est vraiment une tuerie, hein. Oui. C'est une tuerie qu'on voit. Oui. Et donc, même s'ils viennent, il y a soi-disant des consciences qui vont se réveiller, ils vont se réveiller, mais la tuerie, elle s'est Installé. installée au fond de la terre. Cette terre qui est donc, ça, Qui est dévasté, oui. voilà. Et donc ça va. Le terme de pays ou de terre n'a même plus de sens dans le sens qu'on lui donne, c'est-à-dire géographique, ni rien. C'est une mémoire, c'est une âme. L'âme, donc, c'est l'âme palestinienne, donc c'est de ces enfants et de ces gens qui sont comme ça. Donc, et j'avais pris ça, et puis plus loin, vous verrez d'ailleurs, par rapport, donc la vérité ne sera que le mensonge de la vérité, parce que, bon, toujours ces histoires de peuple opprimé, je donne une gifle de façon inversée, poétique, en citant Vercors, qui avait écrit Le silence de la mer, Oui. écrit pendant Deuxième guerre mondiale. la période nazie, et je gifle comme ça. Donc il y a toujours, je mets pas de violence comme j'ai lu cette poétesse qui a parlé des monstres qui ont pénétré dans leur palais, c'est-à-dire Israël, c'est leur palais. Non, j'ai été horrifiée, j'ai dit non, délire, oui. je peux vous dire la vérité, mais il y a une façon de l'écrire, et ça a beaucoup plus de... Oui, d'ailleurs, la poésie n'est pas la propagande. Et on va revenir sur d'autres sommets de votre recueil. Cependant, on va aussi parler à fleur de peau fleur de peau. avec Saleh Hatitoun Ben Malad, ce premier recueil de poésie où il y a des thèmes qui sont dominants, et notamment le rapport au temps. Et que vous illustrez par exemple dans ce poème, l'imposture du temps justement, et nous vivons un temps d'imposture. Vous dites, regard figé sur mon sablier, je contemple le temps s'éloigner. Il court aisément sans relâche, à toute allure, joue à cache-cache, fait fi de nos projets, nos ambitions et nos trajets. Hier, aujourd'hui et demain, ruinés par les instants et leurs desseins, vie fugace et passagère qui s'écoule, à notre insu, c'est l'existence qui s'écroule. Depuis la nuit des temps, l'homme ne cesse d'importuner ici-bas ce royaume. Supplier le temps, mendier sa maîtrise, hélas, sourd et muet et dans son emprise. Mais par les temps qui courent, même les chronomètres deviennent sourds. Qui peut prétendre retenir le passé, le présent ou les ralentir? Sous le regard des instants sincères, promesses bercées par des espoirs éphémères, et dans l'éternité de notre néant, saisissant l'instant présent. Et c'est j'allais dire l'obsession, en tout cas, c'est la marotte de beaucoup de poètes et d'écrivains, de romanciers, de capturer ce temps perdu, pour citer Proust. Alors, il n'y a pas que le temps perdu, il y a aussi un autre temps qu'on recherche. À savoir le temps qu'on espère, là où on espère faire plein de choses qu'on n'a pas pu faire avant. C'est-à-dire réaliser nos ambitions. Je ne sais pas, réaliser de belles choses. Mais le temps qui est passé déjà, bon, le temps il est éphémère, il est passé déjà, et on se rend compte avec le temps que on n'a pas fait grand-chose, on a vieilli, donc on a pris de l'âge sans avoir rien fait dans notre vie. Et là, vraiment, j'ai qualifié le temps d'imposteur, puisqu'il nous vole. Il nous vole finalement nos espoirs, il nous vole nos ambitions, il nous vole nos rêves parfois. Alors, c'est comme si je qualifiais le temps d'un voleur. Donc il est là, il nous importune tout le temps. Voilà, donc j'ai écrit deux poèmes qui vont dans ce sens. Trois qui vont dans ce sens. D'ailleurs, les trois ont été sélectionnés dans un concours de 2025 où j'étais finaliste, où j'ai vraiment, entre guillemets, blâmé le temps. Voilà. Et dans un autre qui fait un peu écho au fameux vers de Baudelaire, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, et qui s'intitule Recueil de mon existence, Oui. Vous dites « J'écris mes blessures et mes frissons
où tous les mots se conjuguent, au triste gris qui sied bien à mes saisons. La lune, les étoiles et les soleils fuguent, au-delà de leur ciel, au-delà de mes âges. Je range les souvenirs de mes jours sombres, sur des liasses de papier retenus en otage. J'enterre mes rimes et mes vers qui encombrent mes poèmes amers jadis griffonnés. Je ramasse ma poésie en fragments de silence. Ici et là, des mots et des lettres éparpillés, à la recherche du recueil de mon existence. Et pour dissimuler ma peine, j'invente des métaphores de mes passions autrefois dépaysées, devenues une quête qui a la force d'éclore en l'absence même du soleil et de ses reflets. À toi la vie, je te célèbre et t'accueille dans mes bras. Je t'ouvre mon cœur et mon âme, je te les prête sans embarras, sciemment, loin des intrus vils et infâmes. Et vous comparez finalement la vie et l'existence elle-même à un recueil. Oui. Et effectivement, il s'agit de mon recueil, d'ailleurs, d'où le titre. La fleur de peau. De mon existence, où j'ai un peu fait c'est une synthèse, si vous voulez, une synthèse d'un moment de réflexion, un moment nocturne, comme j'aime écrire la nuit. Donc la nuit, c'est mon refuge, c'est un moment d'introspection, si vous voulez. Oui. Donc là, j'ai un petit peu fait un tour d'horizon sur ce que j'ai vécu, sur ce que je vivais à l'instant. Et je me rendais compte qu'il y avait plein de scènes que j'ai vécues, plein de situations que j'ai vécues, plein de scènes auxquelles j'ai assisté, plein de spectacles. Mais après, je me dis, mais la vie, elle est faite ainsi. C'est cruel. C'est terrible. Donc, comme toute personne est à la recherche d'elle-même, donc c'est normal que chacun de nous fasse comment dirais-je, une synthèse sur lui-même. Une sorte de bilan. Oui, un bilan. On essaye de se retrouver dans notre vie, bien sûr en toute conscience, à savoir qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. C'est un poids, c'est un mal-être finalement. Et je pense que toute personne a son propre recueil où soit elle se retrouve positivement, soit elle se dit mais finalement je suis fichue. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, et on va y arriver avec ce recueil à fleur de peau, quoi qu'il en soit, on n'est jamais satisfait de son parcours, sinon dans l'espoir justement de transmettre le flambeau à la génération suivante. On va y arriver d'ailleurs. Vous mentionnez aussi la lutte en général, la lutte des femmes en particulier, notamment à travers ce poème Héroïne, dans lequel vous dites cette phrase qui illustre d'ailleurs à merveille ce que vivent nos frères palestiniens aujourd'hui: le bonheur exige la lutte. Oui. Et dites-nous en plus sur ce poème Héroïne, justement. Alors, c'est un poème que j'ai écrit en plein désarroi, j'étais en plein tristesse. Pourquoi? Parce que, en fait, je l'ai dédié à une nièce à moi qui s'appelle Iman. C'était à chaque fois que je lis ce poème, toutes les réalités amères émergent. Alors c'est quoi cette réalité? Alors il s'agit d'un jeune couple algérien dont l'épouse qui est ma nièce, Iman, que je salue de passage, qui a décidé de s'installer en France. Alors ils avaient 3 enfants et ils avaient un enfant qui était atteint d'une maladie rare. Donc il fallait qu'il aille le soigner. Donc ils ont pris 2 visas, ils sont partis tous ensemble, le temps de faire le nécessaire pour s'installer. Donc le mari était obligé de retourner en Algérie. C'était un employé de son attraque. Donc il fallait régler ses papiers administratifs. Alors il est reparti, il l'a laissé avec ses 3 enfants, et c'était la période du Covid.
qu'est-ce qui s'est passé donc? Bloqué ici. Ah oui, après la fermeture des frontières, donc il s'est retrouvé, lui, coincé en Algérie et elle coincée en France. Et c'est là que le combat a commencé. C'était un combat quotidien et acharné. Donc la scolarité des enfants. La maladie. Oui, la maladie, il fallait qu'elle subvienne à leurs besoins quotidiens. La crise sanitaire. Oui, bien sûr, avec la crise et tout ça. Et il fallait qu'elle trouve quelque chose pour trouver plutôt un travail pour, bien sûr, Subvenir aux besoins. subvenir aux besoins de ses enfants. Alors, elle a commencé, comme elle était une excellente cuisinière, je dirais, bon, elle était spécialisée dans la fabrication des petits délices sucrés. Donc, elle a commencé à faire des gâteaux, à répondre aux commandes qui lui venaient presque tous les jours. Puis avec la diaspora algérienne qui était vraiment solidaire. oui, et solidaire, présente. oui, solidaire avec elle, surtout dans les périodes de fête. Alors, il est resté donc 2 ans. 2 ans, il est resté 2 ans et demi toute seule, chacun de son côté. Après, quand ils ont levé Les restrictions. oui, les restrictions des frontières, sur les frontières, il a fait des demandes de visa. Donc, à chaque fois, il essuyait des refus. Qu'est-ce qu'il a fait après pour je ne sais pas, c'est une 10e tentative. Donc, il a pu avoir un visa vers l'Espagne. Donc, et de l'Espagne, il est rentré en France. Ils se sont retrouvés il y a une année, un peu plus d'une année, ils se sont retrouvés. Donc, ils ont un 4e enfant et tout va bien. Alhamdulillah. Voilà, c'est une histoire émouvante. Qui mérite un roman. Oui, qui mérite un poème et peut-être un roman. Bon, un roman, je ne sais pas. Oui, mais en tout cas, à laquelle vous avez consacré un poème. Oui. Voilà. Et cette dame, les trésors sucrés sont très réputés à Paris. Certes. La gastronomie algérienne en général, oui. Vous mentionnez aussi, vous êtes aussi témoin de votre époque, et vous dites d'une époque troublée, puisque vous dites dans cruauté de l'homme, impulsif dans une faim inassouvie, arrogant, désinvolte et bavard comme une pie, il a l'art de réprimer, cruel et indomptable, se gave des supplices de ses semblables, on croirait voir Netanyahou, au corps et aux âmes ensanglantés, agit en imposteur implacable et rusé, insensible à la misère du monde, invente des hostilités arbitraires et immondes, architecte minutieux des guerres et des violences, en éternel tyran insatiable de vengeance, danse sur les cadavres en vantant son pouvoir, se réjouit de ses tares, de ses victoires. Là, on croirait voir Smotrich. Célèbre l'effusion de sang en ignoble exploit, obstiné dans sa sale besogne et fier de surcroît, et dans son entêtement l'accalmie si fragile se dissipe de son existence qui ne tient qu'à un fil. D'ailleurs, l'entité sioniste ne tient qu'à un fil qui ne saurait tarder à être coupé. Et vous êtes aussi témoin de votre époque et on voit que cette cruauté-là, aujourd'hui, est carrément mise à nu. Oui, alors, c'était un poème que j'ai écrit, bien sûr, en allusion aux guerres dans le monde. Et comme les guerres les plus atroces, les atrocités auxquelles on témoigne, qui sont, bien sûr, en Palestine et au Sahara occidental, quoique la cruauté n'est pas au même niveau, oui. Au même Là, c'est carrément, en Palestine, c'est carrément... Palestine, on peut même pas qualifier, on n'a pas les mots. Moi, je perds les mots d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup écrit sur la Palestine, mais j'ai commencé avec mon 2e recueil. Je suis en train d'écrire un 2e, donc je suis vraiment décidée à témoigner. À mettre de côté ma pudeur linguistique. Parce que là, on peut dire que j'ai été pudique dans j'ai pas vraiment utilisé un répertoire linguistique, c'est-à-dire... oui, il y a des périphrases, il y a des... Oui, j'étais pas libre de mon langage, de mon lexique. J'étais pas libre. Parce que vraiment... C'est souvent le cas avec un premier recueil. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est exactement ça. J'ai pas utilisé tout le registre des possibles. Oui, j'ai pas utilisé mon lexique comme je le voulais. Donc, la cruauté de l'homme, donc c'était pour blâmer, c'est en quelque sorte un constat.
un constat que je fais au genre humain. Donc l'humain qui n'est pas si humain que ça. Donc dans son humanisme, il n'a rien d'humain. Pourquoi? C'est, bien sûr, j'ai fait allusion à la guerre en Palestine et bon, je vous dis pas, je suis incapable de regarder les images sur les médias. Donc l'homme, dans sa grandeur, comme il a été créé, il n'est plus aussi grand comme Dieu l'a voulu être. Donc c'est ça que j'ai retracé un peu dans ce poème. Donc les guerres, les manipulations, la violation des droits de l'homme, c'est tout ça que j'ai mis en exergue. Oui, dans ce poème, oui. Et on va justement, puisqu'on mentionne la cruauté, on va revenir à ces fleurs pourpres de Raza, dont vous dites, et à notre thème, que peut la poésie, notamment en temps de génocide. Justement, vous nous dites, Madame Fadela Chaïm Allami, vous dites, le poème était si beau sous le soleil, mais il s'est perdu, agonisant, entre maisons et pierres éclatées. Oubliez le poème, perdu dans le fracas de la tempête, il était mensonge, parole ambitionnant d'éclairer le monde, allumette brûlant l'espace d'une pensée brève, aujourd'hui défunte. Et vous dites ailleurs, quand tout me terrorise, je rentre en dedans de moi, ma maison, champ d'interdit, où tout dort, comme sans avenir. Au-delà des fenêtres explosées, où se rêve la liberté, qui s'étire en longs convois déplacés, ces convois que l'on voit aujourd'hui, aux prises d'être en perdition de soi et de la terre incendiée. Et on voit justement, on se sent presque indécent de faire des vers. Et je me rappelle, je crois que c'était Théodore Adorno qui avait dit, je ne me souviens plus exactement, mais il me semble que c'était Théodore Adorno qui avait dit, je paraphrase, hein, qu'il serait indécent aujourd'hui d'écrire, de faire des vers après ce qu'on a appelé la Shoah, comme si c'était un événement hors du commun, alors que les génocides sont presque une coutume, font partie de la phylogénèse de l'Occident. Donc, Adorno nous disait qu'il était indécent aujourd'hui d'écrire un poème, peut-être que c'était Primo Levi, d'écrire un poème après Auschwitz, voilà, après Auschwitz. Et on a l'impression qu'on se sent presque indécent d'écrire un poème aujourd'hui après ce qui se passe à Gaza. Et cependant, c'est cette poésie-là qui peut éveiller les consciences. On n'aurait peut-être jamais eu Lénine s'il n'y avait pas eu le fameux roman Que faire de Tchernychevski. Et aujourd'hui, peut-être que beaucoup ouvriraient les yeux, notamment en Occident, en lisant ces fleurs pourpres de Raza. Disons que vous avez touché un point très important, cette impuissance. Et j'en étais arrivée à, par moments, par amertume. Mais pourquoi tu écris ça? Ils sont en train de mourir. Tu vas les sauver avec un poème. C'est ça. Tu vas réveiller des consciences avec un poème. D'où l'allumette. Oui. Le poème pour toi, tu pensais que de toute jeune, tu écrivais de la poésie pour défendre le pauvre, l'opprimé, etc. Et au bout du compte, qu'est-ce que tu arrives? Tu arrives à une sauvagerie. Et ton poème, c'est rien, c'est une allumette. Ça n'a plus d'importance. Je n'ai pas voulu ramener tout à moi, c'est-à-dire en tant que personne. Évidemment. Vous savez, dans l'anthologie qui a été faite en Espagne, on avait demandé, donc c'était autour de Scheherazade, donc ce sont les poétesses du Maghreb. Et donc, les deux professeurs qui ont dirigé cette anthologie, bon, ils m'ont demandé, ils ont arrêté la thématique de, vous l'avez dit tout à l'heure, la résilience. Et j'ai explicité que par rapport, moi, c'est pas Scheherazade, je ne suis pas une Scheherazade, ne me mêlez pas, parce que ça, c'est de la résilience personnelle. C'était un mot qui a été utilisé pour le Covid, résilience. J'ai dit non. Pour moi, la résilience, c'est un peuple. C'est quand un peuple est dans la résilience, c'est ça qui m'importe. C'est quand un peuple lutte. J'ai dit, je n'ai jamais vu
à l'échelle de l'individu, c'est une société qui se bat et qui se débat contre les malheurs qui l'accablent. Donc ça fait que j'étais pas cette allumette. Moi, j'ai eu du mal. Hein. J'ai beaucoup eu de mal à surmonter ça. Et quand je partageais les choses avec mes amis du Proche-Orient, etc., et on se passait donc les informations hein, de là-bas, du Liban, surtout du Liban. J'étais très, très... Bouleversé. Je me suis sentie comme impuissante. J'ai remis en question, voilà, j'ai remis en question mon travail. J'ai remis en question ce à quoi je pensais toujours. J'ai dit, est-ce que je peux être vulgaire? C'est de la foutaise. La poésie, c'est de la foutaise. Parce qu'elle ne résolvait pas ce qui est en train de se passer. Et que ce soit... Pourtant, j'ai toujours défendu. J'ai été journaliste, j'ai défendu l'Afrique du Sud, j'ai travaillé l'Afrique du Sud, j'ai fait le Sahara occidental, vous savez. J'étais reporter au Sahara occidental, donc les Sahraouis. J'étais tout ça. Et puis du jour au lendemain, je me rends compte que je suis devant de la poésie qui, pour moi, n'apporte rien. Elle est vide. Et pourtant, elle apporte beaucoup de choses. Et puis, ne serait-ce que, elle n'apporterait que cet exutoire, puisque c'est malgré vous, finalement, puisque vous dites « Respirez avec ta bouche de poussière, enfanté dans le désastre de tes jours, et jusqu'au baiser de ta mère de pierre, ainsi m'emportes-tu, Raza. » C'est-à-dire, finalement, elle apporte dans son cœur cette cause. Et elle suinte par tous les pores de notre plume. Oui, mais j'ai perdu la foi dans la poésie. Alors, oui, c'est une tragédie. C'est vrai qu'il y a de quoi perdre la foi, non seulement dans la poésie, mais finalement dans l'autre, c'est-à-dire dans celui à qui s'adresse la poésie et qui la laisse lettre morte. Donc c'est peut-être aussi une perte de foi dans le collectif, dans l'humanité, comme l'a si bien dit, même si c'est un terme trop générique. Mais voilà, c'est peut-être aussi la foi dans le collectif, puisque au bout de 20 mois, oui. Nous n'avons encore rien fait de concret finalement. Oui, vous avez raison, c'est par rapport au collectif. C'est ça qui a été mon ambition. Hein, donc ça. Mais je suis quand même arrivée à me dire non, c'est en plus quand vous êtes enfermé en face de votre ordinateur et puis avec les mots, vous êtes enfermé avec les mots et pendant que des gens meurent, c'est très difficile de concevoir ça. C'est très difficile. Et pourtant, vous parvenez quand même, vous parvenez grâce à votre puissance d'évocation, vous parvenez, je pense, à bouleverser les consciences. Quand bien même les gens détourneraient les yeux, et j'en connais des foules qui me disent « Ah, moi j'évite de regarder tout », bon, moi je les harcèle carrément sur les réseaux en envoyant justement pour que les gens ne détournent pas les yeux. Voilà. Et en détournant les yeux, en se tournant vers la poésie, il faut qu'ils trouvent Salih Ibn Malad, il faut qu'ils trouvent Fadila Shaim Allami qui leur balancerait ces images poétiques à la figure en leur disant « Tu me manques quand je suis à genoux sur ton rivage, ou quand j'étouffe sous ton ciel, ou quand je suis devant tes décombres mortifères, ou quand tes rires disparaissent hors de mes mains. Tu me manques quand les larmes font semblant d'être la mer, ou que la lune prête sa brume de nuages, ou que le soleil n'est pas brûlure, ou quand l'arôme pourpre ne disparaît pas au lever du jour. Tu me manques quand le bruit assassine mes oreilles, ou que le repos ne sourit plus à la chaise cassée, ou que la table ne donne plus de pain, ou que le chant s'arrête sur la note inachevée. Ainsi sont tes fleurs rouges cueillies par mes mains, en ces aurores refusant mes adieux. » Vous me transportez avec ces vers dans cette Gaza dévastée, mais aussi dans cette Gaza résistante. Et donc l'espoir est toujours là quand même. Même si vous semblez désabusé et trop ému pour répondre,
D'ailleurs, ailleurs, vous dites plus rien, nulle fin, rivière de sang sèche, d'absence de tombe sous les gravats. C'est là, je pense, qui est le plus terrible. Ensevelir l'enfant dans le mutisme hurlant des cœurs. Voilà, et toutes ces images, et vous dites ailleurs, mon enfant étendu sur les décombres pose sur mon sein un regard qui ne voit plus, s'ouvre encore et encore sur cet horizon aveuglé, qu'il voit sans voir, alors qu'il boit le lait de mon sein de ruine. Je me revais du rire qu'il dessinait, hors ce trou béant qui ne désemplit pas du trop-plein de mes heures endeuillées. Et c'est peut-être la plus grande tragédie de ce génocide, et c'est aussi le plus grand traumatisme. On n'imagine même pas ce que vivent les Palestiniens, mais moi-même, quand je croise seulement des enfants dans la rue, j'ai des flashs, des images que j'ai vues des enfants de Gaza. Et on se dit, comment font ceux qui détournent les yeux? On peut même pas, on peut pas. Le traumatisme a été tellement fort, c'est que le traumatisme est venu de gens qui disent en avoir souffert, qui disent que leurs parents, leurs grands-parents ont souffert du nazisme et qui sont en train de faire avec la plus grande détermination de d'effacer un peuple. C'est vraiment l'effacement, l'écrasement. Et ça ne suffit pas, le salissement. C'est salir un peuple. Oui. Parce que ce sont des animaux, disent-ils. Ils ont 10 animaux. Ils ont exactement eu le même vocabulaire que les Allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Exactement le même. Comment voulez-vous que... nous, on est... Comme on dit, alhamdoulilah, on peut dire, quand on vit pas ça, mais comment on vivrait ça aujourd'hui si les Français étaient restés? Si les Français auraient continué à... D'ailleurs, actuellement, les discours qui se font sur le retour ce que j'ai appelé moi la colonialité. La colonialité, que les Français, à leur manière, ils sont en train de recoloniser l'Algérie d'une autre manière, sur le plan de fantasmatique, de l'insulte, des insultes et tout. Et quand vous faites le parallélisme avec les Israéliens qui disent, je n'ai même pas envie de dire le mot israélien, oui, sionistes, les sionazis, oui. Ce sont des colons. Voilà. Donc des colons, voilà, qui ont mis bas à terre, ils ont voulu mettre bas à terre les Palestiniens en les traitant d'animaux. C'est... Je sais pas, moi, c'est au-delà de... Je crois que les Allemands, ils n'ont jamais utilisé le terme animaux. Je ne suis même pas sûre. Mais oui, mais Franz Fanon avait dit, au sujet du colonialisme français, que lorsque le colon parle du colonisé, il a systématiquement recours au langage du bestiaire. Oui. Donc c'est une tradition... C'est ça. Et c'est ça. Et donc, pour moi, ça au-delà de... J'arrive même pas, je n'ose même plus dire parce que je deviens pudique. Madame a dit des choses très fines là-dessus. C'est que face à ça, la blessure, elle va au-delà du traumatisme des Palestiniens parce qu'elle est en train de traumatiser les autres peuples, notamment qui ont connu ou qui ont vécu ça. Donc c'est un traumatisme qui est... comment on appelle ça? Vous savez, quand vous avez les flaques d'eau, vous savez, quand vous jetez une pierre, voilà, c'est ça. Et donc, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce qui les condamne. Non, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont condamnés par l'histoire. Ils sont condamnés et ils ont ça devient, je ne sais pas, c'est... Quand un certain monsieur Goncourt a dit en filigrane qu'il ne reconnaissait pas les Palestiniens, mais c'est pas possible. Tu viens d'un pays, d'un peuple qui a connu à travers les âges. Vous savez, je suis en train de remonter historiquement toute l'histoire de l'Algérie depuis avant le néolithique. Avant le néolithique, et je remonte. Et il y a une construction à travers les différentes choses qui existent pour l'Algérie par rapport à tout ce qui était un peuple
qui avait donc même... et comment peut-il être aussi un culte? Aussi un culte? Ou aussi mercenaire. Mercenaire, mercenaire, il gagne son argent au moins. Le mercenaire, il vient. Lui, il se vend. Le mercenaire, il va travailler, il va tuer. Lui, il se vend. Bah, c'est un meurtre aussi par les idées. Par les idées, vous avez raison. Vous avez raison. Et on est tout de même aussi impressionné. On est certes découragé, on est certes dégoûté, mais on est aussi impressionné par le courage des femmes et des mères palestiniennes. Et vous dites, les yeux de mes femmes au soleil brillent tant d'ardeur et de pleurs mêlés que les escadrons incendiaires ne peuvent réprimer. Et on voit ces femmes justement qui disent, Alhamdulillah, oui, j'ai perdu 3 enfants. La docteure Ala Najjar a perdu 9 de ses 10 enfants. Mais dans un message, elle dit, nous continuerons à enfanter et nous gagnerons cette révolution. Car ce n'est pas une guerre, c'est une révolution. Et ça me rappelle, justement, l'héroïne que vous avez mentionnée, ça me rappelle aussi ce très beau poème qui fait écho à la voix des enfants des Palestiniens qui disait je lui dirai tout. Et les enfants palestiniens aussi disaient je lui dirai tout, c'est-à-dire à Dieu. Et vous dites vous aussi, je lui dirai tout, je lui dirai que rien ne va, que la terre ne tourne pas rond. Dans ce monde ingrat, l'argent est seul garant. Je lui dirai tout, terre dévorée jusqu'à l'os, coincée, l'avenir en péril, guerre et décadence en hausse, monde désaxé, point d'asile. Je lui dirai tout, violences et injustices accumulées, les âmes ternes et lasses, qui saura arrêter les hordes qui menacent, celles de Smotrich et de Ben-Gvir et de tout ce ramassis de sionazis. Je lui dirai tout, que les enfants manquent de liens, d'affection, de pain et d'argent, rêvent de couleurs d'un magicien, des temps où il faisait printemps. Je lui dirai tout, que le virtuel trouve sa voie dans l'oisiveté des corps et des esprits, l'homme solitaire, un fantôme quelquefois, l'âme en errance plongée dans l'amnésie. Je lui dirai tout, que la high-tech nous rend stériles, présents, absents, accrochés à nos gadgets, les yeux égarés, le monde s'exile, de contrée en contrée, volant vedette. Je lui dirai tout, que le monde peine à exorciser la souffrance, la dépression, le stress et l'anxiété. Il nous faudrait espérer la patience en attendant l'éclosion des fleurs d'été. Je lui dirai tout. Et vous lui direz aussi dans le prochain recueil ce génocide auquel nous assistons. Alors, c'est un nettoyage ethnique, en fin de compte, qui est en train de se pratiquer. Oui, c'est le terme. Oui, sur un peuple, le moins qu'on puisse dire opprimé, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, dans ce poème, chaque strophe, j'ai ciblé un côté négatif. Si vous voulez, de la vie réelle, oui. Ou un côté négatif du monde. Un monde où, comme j'aime le dire souvent, l'homme est le héros et le martyr à la fois. Donc il cause des dégâts et il les subit en même temps, ou il les subit juste après. Donc dans chaque strophe, dans la troisième, je pense, dans la cohérence du recueil, la troisième... oui, donc que les enfants manquent de liens, d'affection, de pain et d'argent. Ici, bien sûr, je rends hommage à tous les enfants palestiniens qui sont privés de jouer, qui sont privés de leur famille. De leurs droits les plus fondamentaux. Bien sûr. Et le droit fondamental, comme vous dites, le premier, c'est l'éducation aussi. Enfin, après la vie. Parce que, quand même, dans la déclaration des droits de l'homme, le premier droit de l'homme, c'est bien le droit à la vie, le droit à la liberté. Et après viennent d'autres droits dans la cohérence de cette déclaration, qui est, bien sûr, l'argent, le pain. Et quand j'ai dit rêve de couleur d'un magicien, c'est qu'ils ont aussi droit à la joie de vivre, ils ont aussi droit au bonheur. Voilà, donc c'est un enfant, et un enfant, ça se respecte. Ça se respecte. Voilà, donc dans cette strophe et dans une autre, alors
particulièrement dans celui-là, c'est un cri de colère, en fait. C'est un cri de colère qui est resté coincé dans ma gorge, dans mon cœur, dans mon esprit, que je lance, je m'exprime à travers ce poème. Voilà. Les enfants, vraiment, ça me torture. Donc, comme disait madame, je suis tellement émue que je n'arrive même pas à écrire plus. J'imagine, oui. D'ailleurs, pour le mot de la fin, vous le mentionnez dans la préface et vous lui dédiez un poème à mon fils. Et on imagine la douleur d'une mère lorsqu'elle voit les autres mères subir ce qu'elles subissent. Vous dites justement à ce fils qui vous a soutenu pour ce premier recueil, vous dites « Tu es ma plus belle inspiration, mon plus beau thème et mon addiction, l'étoile qui brille dans le noir, qui éclaire mes pensées illusoires. Tu étais l'enfant du bonheur tant attendu, après chaudes larmes, la joie s'est répandue. Tu as beau grandir, tu as beau mûrir, tu resteras à jamais le bébé à chérir. » Ils vont taquiner sur ça. Que tu pleures ou que tu ris, tu es la rime de ma plus belle poésie. Chère muse, enivre-moi de ta flûte, légère et mélodieuse, je t'écoute. Comme j'écoutais les battements de ton cœur, dans mon ventre, un roman de douceur, une douceur submergée d'amour et d'étreinte, et par ton sourire radieux, une étoile est peinte. Mon amour pour toi n'est point éphémère, il est tout simplement mon univers. Et cet univers, on pourra le découvrir avec ce très beau recueil à fleur de peau de Saliha Titoun Ben Malad. Merci beaucoup, Madame Ben Malad, d'avoir été parmi nous. Ce fut un plaisir de vous lire et de vous découvrir. Fadila Chaim Alami, les fleurs pourpres de Raza. La poésie peut encore beaucoup de choses, et notamment lorsqu'elle est aussi bien écrite, aussi bien faite. Et donc, il faut continuer la lutte. Et les Grecs disaient que quand les dieux veulent perdre un homme, ils lui inspirent l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Cette démesure dans le meurtre, c'est la marque de leur perte consommée. Et vous serez le témoin de cette époque-là et de cette perte. Merci beaucoup, Fadela Chaim Alami. Je vous en prie, oui. Oui, alors pour le poème que vous venez de déclamer, oui, de lire, donc c'est justement pour parler de mon fils, ça va, oui, certainement ça a fait des jalouses parce que j'ai 2 filles et je n'ai écrit qu'un poème sur mon fils. D'accord. Sûrement. Il y aura d'autres recueils, recueils. Oui. Alors là, pourquoi dans mon avant-propos, donc je tenais à remercier mon fils parce que c'est lui qui s'est occupé de la couverture. De la couverture. Enfin, c'est-à-dire sans lui, je ne pense pas que j'aurais réussi à faire autant. Voilà. Eh bien, en attendant, un hommage aux filles dans le prochain recueil. Merci, mesdames. Un immense plaisir de vous avoir lu et de vous avoir écouté. Merci à vous de l'avoir honoré. Et puis, les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis, qui faites vivre la littérature en la lisant. Je ne saurais vous recommander suffisamment ces 2 recueils, et je ne saurais vous recommander suffisamment tout ce que vous pouvez faire en soutien à Gaza et à la Palestine en général. Merci encore, excellente fin de soirée et à très bientôt.